Comment se passent donc, voilà les contraintes que nous avons, comment se passent les décisions face à une parcelle de dire on va démolir ou on va réhabiliter? Il y a un comité décisionnel, comme il a été dit tout à l'heure dans le vœu, qui se réunit. Ce comité décisionnel n'est pas un comité Théodule, comme je l'ai vu marqué quelque part. C'est un comité qui respecte complètement le fonctionnement administratif et politique de ce que c'est qu'une mairie. C'est-à-dire que les seuls décisionnels à l'intérieur sont les élus. Il y a le représentant du maire de Paris par son cabinet, il y a le représentant de l'adjointe actuellement et avant de l'adjoint à l'urbanisme qui était présent ici, qui est présent ce soir, Jean-Pierre Caffé, maintenant Anne Hidalgo, qui est représentée, le cabinet de l'adjoint au logement, Jean-Yves Manot, représenté, évidemment le cabinet de l'adjoint aux finances, parce que c'est un élément important, et puis la mairie du 18e, qui sont représentés. Et c'est eux qui tranchent. Mais dans ces réunions de comités décisionnels, évidemment, on s'entoure d'un certain nombre d'avis et de conseils que peuvent être d'abord l'architecte coordinateur de l'opération Château Rouge, le cabinet TGT, qui vient donner ses recommandations, qui a donné le cahier des charges pour l'ensemble de l'opération Goutte d'Or Château Rouge. Et puis, il y a évidemment la CEMAVIP, qui est l'aménageur, et puis il y a éventuellement les services de la ville, la direction de l'urbanisme, la DLH, la direction du logement, etc. Mais je dis bien que les décideurs, ce sont les élus. Il y a aussi les représentants de la partie patrimoine, qui sont représentés, généralement l'architecte des bâtiments de France est présent, et de temps à autre, pas de façon systématique, mais la commission du Vieux-Paris, soit est présente, soit nous transfère son avis sur la parcelle. En fonction de tous ces éléments, on arrive à un consensus après avoir analysé qu'est-ce que donnerait la solution réhabilitation en termes financiers, en termes de logement aux normes, possibilité de logement, etc., etc. Et qu'est-ce que donnerait l'autre solution, démolition-reconstruction. Généralement, on arrive toujours à un consensus entre tous les élus que j'ai cités. Parfois, les finances se font un peu violer, mais ça, on a l'habitude, disons, dans tous les projets, la ville, c'est toujours trop cher. Bon, mais on y arrive. Si, pour une raison ou pour une autre, il y a des désaccords entre les élus que j'ai cités, ou leur cabinet, ça passe l'arbitrage du maire de Paris, qui tranche. Et je dois dire qu'actuellement, donc peu importe si les sociétés qui sont représentées dans ces comités décisionnels sont 22 ou 30 ou 50, c'est pas eux qui décident. C'est le cas actuellement, par exemple, de l'immeuble du 5 Lumira dont tu as parlé tout à l'heure, qui est actuellement encore à l'arbitrage du maire de Paris. Pas sur le principe de la réhabilitation de la façade, puisque le principe de la réhabilitation de la façade a été tranché et acté, mais sur encore aller plus loin. On devrait avoir le résultat bientôt. Voilà comment se prennent les décisions. Alors je vais en venir peut-être assez rapidement, mais puisqu'on est interpellé sur un certain nombre d'adresses. Le 25 rue Stephenson. Alors on ne trouve pas son image, parce que je n'allais pas vous montrer les photos, je les ai prises, vous ne la trouverez pas. Vous pouvez revenir où vous étiez tout à l'heure, puisqu'il est détruit actuellement et que les photos, je viens de les faire et je n'ai pas retrouvé d'anciennes. Je n'ai pas eu le temps de le retrouver, tout au moins. Le 25 rue Stephenson, de fait, il est fait référence à une délibération du 3 et 4 avril au Conseil de Paris 2006. C'était à ce moment-là que nous avons délibéré pour instituer le droit de préemption urbain renforcé sur cet immeuble. Pourquoi nous avons décidé de l'instaurer à ce moment-là? Parce qu'il y avait eu des tentatives d'incendie, plusieurs reprises, et que la situation commençait à devenir grave, et qu'on voulait se donner les moyens de pouvoir intervenir un peu plus vite. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on était dans un projet, on étudiait la possibilité éventuelle de scinder la copropriété en deux, avec d'un côté la copropriété qui donne sur la rue Cavé et qui serait restée privée, et de l'autre côté la copropriété qui donne sur la rue Stephenson et qui serait du logement social. Sauf que les deux derniers étages de la rue Cavé, on y accédait par le côté Stephenson. Et que donc, c'était très compliqué à monter, puisqu'il fallait qu'il y ait des gens qui vendent à d'autres propriétaires privés, etc. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Le 8 septembre 2006, incendie
au 5e étage. 5e étage évacué et fermé par la police. Et demande aussi d'évacuer le 4e étage, c'est-à-dire la grosse majorité des habitants, et qui étaient tous dans des espèces d'appartements qui ressemblaient à des chambres de bonne, grosso modo, puisque c'était soit des cellules de couvent, soit de mousquetaires, j'ai jamais compris, mais enfin bon, c'est l'un ou l'autre, peut-être pas les deux ensemble, mais voilà. Enfin, c'était ces structures-là. Et donc, à ce moment-là, eh bien, nous avons repris nos responsabilités. Et on s'est dit, maintenant, on est face au temps qui avance et au danger. L'escalier du bâtiment A risquait de tomber. Il a été demandé par la préfecture de police de le renforcer, d'essayer de penser un escalier de secours. Tout ça a été trop compliqué, et c'est à ce moment-là que la décision a été prise d'aller plus loin et d'aller jusqu'à la DUP et de renoncer au projet qui consistait... Il y avait des interdictions d'habiter, absolument. Et donc, voilà, pris par le temps. Alors maintenant, la décision a été prise ensuite dans un comité décisionnel, comme j'ai présenté tout à l'heure, avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France, même si au départ, l'architecte des bâtiments de France plaidait plutôt pour que l'on garde cet immeuble et qu'on le réhabilite, mais finalement, elle s'est rangée à l'opinion générale, qui expliquait entre autres que pour réhabiliter sérieusement cet immeuble et avoir l'objectif que j'ai donné au départ, c'est-à-dire des logements aux normes d'aujourd'hui, durables, accessibles, c'était très compliqué. Parce que, premièrement, il y a des différences de hauteur de plancher importantes. C'est-à-dire que les premiers étages sont des étages qui avaient presque une double hauteur de plancher, alors que les derniers étages étaient beaucoup plus bas et ne correspondaient pas aux normes d'aujourd'hui. Donc, aller réhabiliter ce genre de choses pour faire du logement aux normes, c'est un peu compliqué. Deuxièmement, le bâtiment tel qu'il était une densité qui ne permettait pas de donner du logement spacieux et surtout éclairé, puisqu'on a en réalité dans cet immeuble un ensemble de logements qui est sur la rue Stephenson, un autre sur la rue Cavet, et puis on a un autre en fond de cour et un autre en L. Donc on avait quatre bâtiments. Donc c'était un bâtiment qui était très dense. Ça c'était la deuxième raison. Et la troisième raison, suite à l'incendie et aux tonnes d'eau qui ont été déversées, l'immeuble qui était déjà très problématique en termes de surface des planchers, etc., était encore plus dégradé qu'avant. D'ailleurs, même dans les appartements dits chics de l'époque qui étaient sur la rue Cavet, il y a eu des effondrements de plafond dans les années qui ont suivi. Donc voilà comment, ce qui explique pour le 25 rue Stephenson. On peut peut-être dire aussi que la façade était dégueulasse. Alors la façade ne présentait pas l'intérêt. Ce qui présentait l'intérêt, c'était la forme, disons, de l'immeuble, mais la façade qui avait été ravalée au béton les années précédentes, je veux dire, grosso modo, ne laissait plus aucun intérêt en termes patrimonial, même si la forme en tant que telle, c'était un peu différent. Alors j'en viens maintenant, on peut venir au 24 rue Cavet. Voilà. 24 rue Cavet. Comme vous le voyez, le 24 rue Cavet, c'est ce qu'il y a derrière les palissades, là-bas au fond. Palissades qui ont été installées justement pour le détruire. On est dans une séquence de rues, de fait, assez particulière, où vous avez ces petites maisons de ville, et le 24 rue Cavet en faisait partie, qui est suivi juste après d'un immeuble de R+6. Et si vous prenez l'autre image du 24 rue Cavet qui est prise dans l'autre sens, voilà, on voit l'autre séquence dans l'autre sens, on voit les petites maisons, et puis tout à coup, cette espèce d'énorme pignon. Donc, c'est vrai qu'au départ, et c'est même moi qui l'ai demandé au départ, c'est que cet immeuble soit réhabilité. En réalité, il y a deux parcelles qui sont concernées. La parcelle qui est déjà démolie juste avant, et le 24 rue Cavet. J'avais donc demandé qu'on le réhabilite et qu'on prévoit autre chose. En réalité, la seule réhabilitation possible qui avait été un peu travaillée, c'était impliquer une surélévation. Bon, réhabiliter un immeuble pour garder la séquence des petites maisons et le surélever, ça revient à ne pas le faire. Bien. Cette parcelle, il faut noter qu'elle avait été transmise à la foncière logement, puisqu'on est dans le cadre de l'ANRU et qu'on doit remettre des parcelles à la foncière logement. La foncière logement a travaillé l'opération dans tous les bouts et nous a dit « j'en veux pas, c'est une parcelle sur laquelle je ne peux rien faire, je vous la laisse ». Bon, quand on l'a, qu'est-ce qu'on fait? On prend un autre bailleur.
Et on demande à Paris Habitat, puisque Paris Habitat a en réalité les immeubles qui sont juste derrière, donc des cours communes. Paris Habitat travaille la question en long, en large, en travers, et dit la réhabilitation, je n'y arrive pas. Si il y a réhabilitation de cet immeuble, et c'est pas je n'y arrive pas du point de vue technique, c'est pas ça. Du point de vue financier, ça sort pas. Et pourtant, on est prêt à aller loin dans la ville, hein, à la ville. Pour 6 000 € le mètre carré, c'est des choses que l'on voit. Hein. Donc, Paris Habitat est revenu auprès du comité et a dit, écoutez, voilà, je n'y arrive pas, et la seule chose que je peux faire, c'est du logement, et encore pas n'importe quel logement, ça ne sortira pas du logement familial, ce que je peux faire, c'est du logement étudiant. Et pour ça, j'ai besoin de le détruire. D'où la décision qui a été prise. Voilà. Donc je l'explique. Maintenant, venons-en. Je rappelle que cet immeuble a été acheté avant 2001, très longtemps, hein, enfin le 24, et que l'état intérieur, de toute façon, tout était à reprendre, même depuis le début. Hein. Ce n'est pas la dégradation de la façade qui est la cause, ou la dégradation de l'intérieur qui est la cause du tout de la décision de le démolir. Le 5 rue Mira, immeuble suivant. Voilà. Le 5 rue Mira, donc, pourquoi est-ce que nous n'avons pas travaillé le 5 rue Mira, qui est comme cela depuis longtemps, et sur lequel il y avait un projet architectural qui existe? Eh bien, tout simplement parce que pour pouvoir déposer un permis de construire, et un permis de démolir aussi nécessaire pour un certain nombre de choses à l'intérieur, il faut pouvoir faire des sondages à l'intérieur. Pour pouvoir faire rentrer la machine qui fait des sondages à l'intérieur, elle est obligée de casser la façade, de casser une partie de la façade. D'où c'est le serpent qui se mord la queue. Et donc c'est pour cela que, jusqu'à présent, le projet ne pouvait pas sortir de la même façon qu'un autre projet, qui doit être sur l'image suivante, qui est la petite parcelle que vous voyez juste à droite, le 30 rue Mira, le 30 rue Haff, pardon. 30 rue Haff, immeuble trop petit aussi, sur lesquels on n'arrivait pas à faire quelque chose. Il se trouve que, par le biais des analyses qui ont été faites, le 7 rue Mira a finalement été rajouté. Et c'est parce qu'il y a le 7 rue Mira, mais ce n'est pas de la raison pour laquelle nous l'avons rajouté, mais c'est aussi le fait que le 7 rue Mira a été ajouté, c'est lui qui va nous permettre de réaliser l'opération. Parce que ça va nous permettre de démolir le 7 et le 30, le 7 rue Mira et le 30 et 32 rue Haff, de conserver le 5 et de pouvoir non seulement conserver le 5, mais de faire du logement digne, accessible dans le 5. Si on réhabilitait le 5 tout seul, on ne peut pas faire d'ascenseur. Donc on ne fait pas des logements accessibles. Et on fait des logements qui, à l'intérieur, sont inconfortables. Pas simplement en termes d'accessibilité, même en termes de grandeur des pièces. L'idée, c'est que la partie neuve, donc la partie qui est actuellement sur le 7 et le 30 rue Haff, c'est là qu'on va faire la cage d'escalier et l'ascenseur, qui permettra de desservir à la fois l'immeuble réhabilité et les immeubles neufs. Je tiens à faire savoir quand même que le fait de réhabiliter le 5 rue Mira, ça fait passer le coût du projet, qui était l'ensemble du projet, hein, était à 5 000 € le mètre carré, le fait passer à 6 000 € le mètre carré. Je ne dis pas les 6 000 € le mètre carré du 5, 6 000 € le mètre carré, c'est-à-dire que grosso modo, le surcoût du 5 est modéré par rapport aux autres immeubles. Mais ça fait quand même un surcoût, mais sur lequel, à certaines occasions, et que ça en vaut le coup, on peut le faire.